Des présentations très intéressantes ce matin, donc on ne veut pas prendre trop de temps d'introduction, mais je passe à mon co-modérateur. Bien, merci. Je pense que je vais dire quelques mots me concernant. Donc, je suis là. Vous verrez que sur le programme, il y a plutôt professeur Mboup qui est prévu. Bon, je ne suis pas professeur Mboup, hein, vous l'avez bien remarqué. Je ne suis pas là pour le remplacer, je suis juste là pour assurer, disons, cette plénière, cette comodération de plénière. Et je pense qu'on va tout de suite passer la parole au premier intervenant. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Dr. Joseph Lamarange. Il va présenter sur le dépister, traiter les populations cachées. Il est un démographe qui se trouve à l'Institut de recherche pour le développement. Il a fait 4 ans en Afrique du Sud avec le projet NRS-TASP. Et je crois qu'il va prendre un grand résumé des informations, des recherches sur le dépistage et aussi sur la cascade. À vous, Dr. Lamarange. Merci, chers collègues, chers militants, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous êtes réveillés pour démarrer cette journée. Il y a un petit jeu pour les plus observateurs dans cette slide. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité de vous parler aujourd'hui du dépistage et du traitement des populations cachées. Lors de mon propos, je vais essayer de revenir sur cette notion de population cachée, qu'est-ce que l'on y met. Dans un second temps, essayer de mieux cerner certaines catégories de populations clés et à travers 2 exemples qui sont les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et les travailleuses du sexe. Et enfin, d'essayer d'identifier des modalités d'intervention possibles pour ces différentes populations. Du fait de mes terrains de recherche, mes exemples concerneront principalement l'Afrique subsaharienne, en particulier l'Afrique francophone. Déjà, il ne faut pas confondre population cachée et épidémie cachée. La notion d'épidémie cachée, on peut la mettre en regard de la cascade du soin et du traitement. Ici, vous avez la cascade mondiale estimée par l'ONU-SIDA et qui renvoie au fameux objectif des 90-90-90, à savoir que d'ici 2020, on atteigne 90% des personnes vivant avec le VIH diagnostiquées, que 90% de celles diagnostiquées soient sous traitement antirétroviral et que 90% de celles sous traitement atteignent une charge virale contrôlée. Dans ce contexte-là, ce qu'on peut appeler l'épidémie cachée, c'est en fait les personnes séropositives qui ne connaissent pas leur statut, autrement dit le gap autour du premier 90. Alors pourquoi c'est important? Puisqu'on sait que le traitement antirétroviral a un bénéfice individuel et collectif. D'une part, il permet de baisser la morbidité et la mortalité. D'autre part, le traitement permet de réduire la charge virale, ce qui permet de réduire, voire de supprimer la transmission du virus. Il y a donc un bénéfice à démarrer tôt un traitement, mais il ne peut y avoir de traitement précoce sans dépistage précoce. Aux États-Unis, on a par ailleurs estimé que 25% des personnes séropositives ne connaissent pas leur statut VIH et que ces dernières contribuent à hauteur de 54% des nouvelles infections. Autrement dit, réduire les épidémies cachées est un objectif de santé publique. Mais revenons à la notion de population cachée. Lambert et Vibel les définissent comme ceux qui sont désavantagés socialement et privés de leurs droits. Dans la littérature, le terme de population cachée est souvent associé à celui de population difficile d'accès ou hard to reach en anglais. Ce sont des populations difficiles à enquêter, notamment en raison de la réprobation sociale attachée à ces personnes, à leur identité ou à leurs pratiques. Il est donc nécessaire d'avoir recours à des méthodes d'enquête particulières pour essayer de les observer ou des approches particulières pour essayer de les atteindre en termes d'intervention de santé. Dans le champ du VIH, on confond souvent population difficile d'accès et population clé. L'OMS définit les populations clés comme des populations vulnérables et comme les plus à risque d'infection. Le plus souvent, on fait référence aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, aux travailleuses et travailleurs du sexe, et aux usagers de drogue. Mais d'autres groupes peuvent être considérés suivant le contexte épidémiologique. C'est le cas par exemple des migrants subsahariens dans le contexte français. Or, ces 3 notions, même si elles peuvent avoir des points en commun, elles se recoupent en partie, ne sont pas totalement identiques. Les membres des populations clés ne sont pas forcément toujours des populations cachées. On pourrait se poser la question si les hommes de plus de 35 ans, qui échappent le plus souvent au dépistage dans les pays africains, ne constituent pas également une population difficile d'accès. En adoptant une approche globale, certaines visions programmatiques, ainsi qu'une partie des travaux, comme les études de prévalence ou de taille de population,
ont tendance à nous laisser penser que ces différentes populations clés seraient des groupes constitués et socialement homogènes. Or, il s'agit de groupes hétérogènes dont les contours sont difficiles à définir. Par exemple, on peut se référer au concept de continuum des échanges économico-sexuels de Paola Tabet. En considérant l'ensemble des transactions économiques liées à l'exécution ou à la promesse d'un acte sexuel, transactions économiques qui peuvent inclure la dot ou les échanges de cadeaux, il devient difficile d'identifier une frontière précise à partir de laquelle un échange économico-sexuel doit être catégorisé ou non comme prostitutionnel. De même, on peut considérer tout un continuum de pratiques sexuelles entre hommes qui induisent plusieurs définitions possibles de la catégorie HSH. À titre d'exemple, voici un résultat qui sera présenté plus en détail demain à 15h dans ce même amphithéâtre. Depuis 2005, nous avons mené avec Christophe Broquet une veille scientifique de la littérature sur les hommes ayant des rapports sexuels entre hommes en Afrique subsaharienne. Il s'agissait d'abord de regarder quelles étaient les catégories utilisées dans les études avant de mieux les discuter. Suivant les études, la bisexualité y est abordée de manière très variable. Dans certains cas, va être prise en compte l'orientation déclarée. Est-ce que les personnes se réfèrent comme homosexuelles, bisexuelles ou hétérosexuelles ? Dans d'autres cas, c'est le pôle d'activité sexuelle qui va être considéré, c'est-à-dire le sexe des partenaires sexuels sur une période de temps considérée, qui peut varier entre 6 mois, 1 an, 5 ans ou la vie entière. Enfin, une troisième dimension qui peut être utilisée, c'est l'attirance pour l'un et ou l'autre sexe. On observe une très forte variation des taux de bisexualité selon l'indicateur retenu dans ces différentes enquêtes. On a retrouvé plus de 100 mesures de bisexualité, variant de 2 à 99. Mais de manière générale, il apparaît que la bisexualité est plutôt forte en Afrique subsaharienne et les taux sont beaucoup plus élevés en Afrique de l'Ouest. Mais avoir une vision réductrice homo-bi, on va voir déjà ce qui émerge de ces enquêtes. Ici, nous avons identifié 41 mesures de l'association entre bisexualité et prévalence du VIH à partir de 29 enquêtes différentes. Plus précisément, il s'agit des odds ratios de la prévalence du VIH chez les bisexuels par rapport aux homosexuels. Pour comprendre ce graphique, chaque point représente un odds ratio et chaque tiret va représenter un intervalle de confiance à 95%. Si l'odds ratio est inférieur à 1, ça signifie que les bisexuels ont une prévalence moins élevée que les homosexuels exclusifs. À l'inverse, un odds ratio plus élevé indique que les bisexuels ont une prévalence plus élevée que les homosexuels exclusifs. À l'exception de 4 études, la prévalence du VIH observée parmi les bisexuels est toujours inférieure à celle des homosexuels exclusifs. Cette différence peut s'expliquer entre autres par des différences comportementales. Les bisexuels ont moins souvent de rapports sexuels avec d'autres hommes dans les mêmes études. Ils ont surtout moins de rapports anoréceptifs que les homosexuels exclusifs. Ils ont commencé leur vie sexuelle avec un homme plus tardivement et au cours de leur vie, ils ont eu moins de partenaires masculins. Cependant, une vision binaire homo-bisexuelle est une vision très réductrice. Pour aller plus loin, je vous propose de revenir sur ce qu'est l'approche RDS pour Respondent Driven Sampling. C'est une technique de recrutement en boule de neige utilisée dans la plupart des enquêtes auprès des AHSH. On sélectionne dans la communauté un petit nombre d'enquêtés initiaux que l'on va appeler les graines ou la vague 0. Chacun d'eux est invité à participer à l'enquête, puis à recruter d'autres participants parmi ses partenaires ou ses connaissances. Ces autres participants vont former ce qu'on va appeler la vague 1. Les participants de la vague 1 seront à leur tour invités à recruter d'autres personnes pour constituer une vague 2, puis une vague 3, et ainsi de suite. Cette figure illustre le réseau de recrutement obtenu dans une enquête RDS menée au Malawi en 2011-2012. Nous allons voir que les participants des premières vagues ne sont pas les mêmes que ceux des dernières vagues. Pour illustrer ce point, voici les données combinant les résultats de 3 enquêtes RDS menées au Lesotho, au Malawi et au Swaziland. Parmi les enquêtés des vagues 0 à 3, c'est-à-dire les participants situés au centre du réseau de recrutement, 49% se définissent comme gays et 48% étaient infectés par le VIH. Parmi les participants des vagues 4 à 7, 48% se définissaient comme gays, 27% étaient infectés par le VIH. Et dans les vagues 8 à 13, 27% se définissaient comme gays et 15% étaient infectés par le VIH. Il semble donc qu'il y a un lien entre exposition au VIH et insertion dans les réseaux HSH. Cependant, il faut être vigilant. Une vision trop concentrique peut être réductrice, et le réseau de recrutement RDS n'est qu'une approximation très imparfaite de l'inscription dans les réseaux sexuels.
Je vous propose ici d'essayer de décomposer un peu plus ces catégories homobisexuelles à partir des données de l'enquête ANRS 1282 menée au Sénégal en 2004. Pour rappel, c'était la première enquête de séroprévalence menée sur le continent en Afrique subsaharienne. Sur ce graphique, on a décomposé les participants en fonction de leur nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois, nombre de partenaires hommes et nombre de partenaires femmes. Chaque point représente une catégorie. Ici, par exemple, vous avez les hommes qui ont déclaré 3 à 4 partenaires hommes au cours des 12 derniers mois et une seule partenaire femme. La taille du point représente le nombre de personnes observées dans cette enquête. Sur la ligne du bas, on va donc retrouver ce qu'on appelle les homosexuels exclusifs, c'est-à-dire ceux ayant eu uniquement des partenaires masculins au cours des 12 derniers mois, et en haut, les bisexuels ayant eu des partenaires des deux sexes. Ce que l'on voit surtout, c'est une très grande variabilité des différentes catégories. Alors qu'on s'attendait à voir éventuellement apparaître une ligne diagonale et avoir uniquement des personnes qui avaient ou beaucoup de partenaires femmes ou beaucoup de partenaires hommes, on voit en fait une très grande diversité, avec des personnes qui vont avoir un seul partenaire au cours des 12 derniers mois, d'autres qui auront beaucoup de partenaires des deux sexes, et à l'inverse, des personnes ayant beaucoup de partenaires femmes mais peu de partenaires hommes, ou l'inverse. Maintenant, si on regarde la prévalence de chacun de ces sous-groupes, indiqués sur ce graphique, les couleurs claires indiquent une prévalence faible, les couleurs foncées une prévalence élevée. On a une très grande variabilité de la prévalence mesurée, allant de 0% dans les groupes les moins exposés à plus de 50% plutôt sur la droite. On a donc une très grande variabilité de l'exposition VIH, a priori plutôt corrélée de la gauche vers la droite, c'est-à-dire en fonction du nombre de partenaires masculins sur les 12 derniers mois. Nous avions déjà vu, il est donc nécessaire de développer des approches différenciées. Pour les plus exposés, clairement dans les approches prioritaires, se pose la question de l'accès le plus précocement possible au traitement antirétroviral pour ceux infectés et à une prophylaxie pré-exposition pour ceux qui sont séronégatifs, approches qui peuvent être mises en place dans le cadre de cliniques communautaires. C'est un certain signe encourageant, c'est que lorsque des offres de suivi chronique dédiées au HSH sont mises en œuvre, elles ont tendance à plutôt attirer les personnes les plus exposées. Un des exemples, c'est l'essai Hypergay, qui a en France permis de montrer l'efficacité de la prophylaxie pré-exposition chez les hommes. Et dans cet essai dans le bras contrôle, au France et au Canada, on y a observé une incidence de 6,6%. Dans l'accord de co-MSM, mis en place dans 4 pays d'Afrique subsaharienne, là ce sont des données uniquement pour Abidjan, Bamako et Dakar, avant que ne soit proposée la PrEP, une incidence de 5% a été rapportée dans un article publié en 2017, et en discutant avec Christian Laurent qui porte ce projet, il y a même des incidences plus élevées qui ont été observées depuis. On aurait donc quelque chose qui aurait tendance, ces offres chroniques attirent les plus exposés. Par contre, une offre de santé communautaire n'est peut-être pas adaptée à ceux qui ne se reconnaissent pas dans une démarche identitaire. Si je reprends ces données de cette étude menée au Lesotho, au Malawi et au Swaziland, on avait déjà vu que les participants des vagues 8 à 13 avaient une prévalence du VIH plus faible que ceux des vagues 0 à 3, respectivement 15 et 48%. La même étude montre que les gaps de dépistage sont inversés. Seul un tiers des participants VIH+, des vagues 8 à 13 connaissent leur statut, contre la moitié pour ceux des vagues 0 à 3. Les gaps de dépistage sont donc inversement corrélés à la prévalence. Et il ne faut pas oublier que dans ce type d'enquête, il y a toute une partie de la population qui échappe à observation. Cela, ça se retrouve dans la plupart des enquêtes menées auprès des HSH, où on a majoritairement des enquêtés jeunes, de moins de 25 ou 30 ans, moins de 35 ans pour 95% d'entre eux, alors que dans ces mêmes enquêtes, ces enquêtés déclarent avoir des partenaires plus âgés. Cela rejoint également des retours de terrain des acteurs communautaires qui expriment souvent des difficultés à atteindre les HSH plus âgés et notamment les hommes mariés. Ce qui pose un défi, comment essayer d'atteindre ces personnes plus éloignées des réseaux HSH? Dans ce contexte, les autotests ont très probablement un rôle à jouer. Pour rappel, les autotests sont des dispositifs permettant de se dépister soi-même. Et depuis décembre 2016, la mise à disposition d'autotests comme approche complémentaire de dépistage est une recommandation forte de l'AMS. En Afrique subsaharienne, la majorité des autotests distribués l'ont été essentiellement en Afrique de l'Est et australe, notamment au sein du projet STAR financé par Unitaid. Il s'est agi essentiellement de distribution population générale, même si on peut noter quelques expériences pilotes parmi les travailleuses du sexe. Les données de STAR ont montré une bonne acceptabilité de l'autotest et une relativement bonne sensibilité et spécificité.
Cependant, pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, s'il y a eu plusieurs expériences pilotes, notamment au Sénégal, les retours d'expérience sont pour le moment limités. Mais, et comme cela a été annoncé hier par United, des projets plus ambitieux vont être menés en Afrique de l'Ouest d'ici la fin de l'année. Mais il est encore trop tôt pour savoir si l'autotest va être approprié par les populations clés locales, si ça va répondre à un réel besoin, et si cet outil permettra d'atteindre effectivement ceux qui jusque-là n'ont pas accès au dépistage dans ces contextes. Un des intérêts de l'autotest, c'est que l'on peut envisager plusieurs modes de distribution. Tout d'abord, une distribution dite primaire, qui consiste à remettre un autotest à des personnes pour leur propre usage, mais également un mode de distribution dit secondaire, qui consiste à remettre des autotests à un contact pour que ce dernier les redistribue à ses partenaires et connaissances. Un des enjeux majeurs dans ce contexte-là, c'est le fait que les personnes seront seules avec leur kit de dépistage pour la réalisation du test. Comment les accompagner au mieux ? Il est certain que la documentation fournie avec les autotests et la mise en place d'une ligne d'information gratuite efficiente sont des éléments essentiels. Mais il faut aussi considérer qu'une partie de ces HSH qui seront atteints en distribution secondaire, qui ne rentrent pas forcément dans une logique identitaire, n'iront probablement pas en soins dans des structures de type communautaire, que ce soit par peur du stigma ou par crainte d'être identifiés comme homosexuels. Dès lors, il faut s'assurer que ces personnes-là puissent disposer d'un accueil bienveillant dans les structures sanitaires classiques. Il importe donc de maintenir à l'agenda la question générale de la formation et de la sensibilisation des personnels de santé aux problématiques rencontrées par les différentes populations clés, dans un contexte de financement contraint qui aujourd'hui privilégie de plus en plus des approches ciblées. Depuis quelques années, en effet, on voit une non-augmentation des financements alloués au dépistage, ce qui entraîne une pression pour cibler de plus en plus ces activités et d'augmenter le rendement du dépistage mesuré par les taux de positivité, c'est-à-dire la proportion de nouveaux diagnostics parmi les tests effectués. C'est une préoccupation compréhensible car il y a un objectif d'amélioration du dépistage, mais elle peut aussi induire des effets pervers. À vouloir trop cibler le dépistage pour augmenter les taux relatifs de positivité, les acteurs de terrain sont amenés à mettre en place des stratégies de contournement, comme le non-retest des personnes précédemment testées négatives ou la proposition de test seulement à des personnes fortement filtrées en amont. Le risque est d'exclure ainsi des populations du dépistage et à terme de réduire le nombre absolu total de nouveaux diagnostics. Or, nous l'avons vu, les gaps de dépistage, exprimés en proportion des personnes infectées, ne connaissant pas leur statut, sont inversement corrélés à la prévalence. Par ailleurs, dans les groupes les plus exposés, les enjeux actuels sont de mettre en place du dépistage répété tous les 3 à 6 mois. Cela permet de réduire fortement les délais entre infection et diagnostic. Mais mécaniquement, les taux de positivité sont plus faibles dans le cas du dépistage répété, se rapprochant de l'incidence plus que de la prévalence. Une efficacité optimale du dépistage ne peut donc se réduire à la seule mesure des taux de positivité. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre différents indicateurs de performance. Pour citer Montesquieu, le mieux est le mortel ennemi du bien. Nous avons vu que chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les offres communautaires avaient tendance à attirer les plus exposés. Qu'en est-il des travailleuses du sexe ? Tout comme les HSH, cette population constitue un groupe hétérogène avec une grande variabilité des contextes de pratique du travail du sexe, que ce soit en termes de lieu de prostitution, de fréquence du travail du sexe ou de tarifs pratiqués. On peut aussi observer des jeunes filles se prostituant occasionnellement sur un marché, des femmes vivant en bordel et ayant plus d'une vingtaine de clients par jour, ou des prostituées de luxe aux tarifs élevés et pratiquant dans des grands hôtels. Historiquement, cette population était particulièrement touchée par l'épidémie et encore aujourd'hui, on y observe des prévalences élevées. Par contre, qu'en est-il de leur exposition actuelle ? De nombreux programmes de prévention ont ciblé les travailleuses du sexe et ils ont pu porter leurs fruits. Un des exemples est l'accord de travailleuses du sexe Irélon mis en place au Burkina Faso à Ouagadougou. Les résultats publiés par Isidore Traoré et ses collègues montrent qu'à l'entrée dans la cohorte, les travailleuses du sexe occasionnelles avaient une prévalence du VIH moins élevée que les régulières, 6,5% contre 10,3%. Mais dans le même temps, elles avaient plus de comportements dits à risque, c'est-à-dire de rapports sexuels sans préservatif. Au cours des 21 mois de suivi, les auteurs n'ont pas observé un seul cas de séroconversion. Dans le même temps, on a observé une baisse du nombre de partenaires réguliers et une augmentation de l'utilisation du préservatif, sachant que l'ensemble des femmes de la cohorte bénéficiaient d'un suivi individualisé. L'étude PREPSI ANRS 12361 a été conduite en 2016 et en 2017 en Côte d'Ivoire. Elle avait pour objectif initial d'explorer la faisabilité et la pertinence de développer un programme de PrEP à destination des travailleuses du sexe dans ce pays. On y retrouve un fort taux d'utilisation du préservatif, 87% l'utilisant systématiquement avec leurs clients.
Cependant, le préservatif n'est que rarement utilisé avec le partenaire régulier, voire avec certains clients réguliers, et certaines sont prêtes à ne pas mettre de préservatif en échange d'une forte somme d'argent. Ce qui fait que malgré un taux d'utilisation particulièrement élevé du préservatif, 59% a eu au moins un rapport sexuel sans préservatif au cours des 7 derniers jours. L'enquête comportait également un volet d'estimation d'incidence du VIH, dont les résultats détaillés seront présentés cet après-midi à 15h, amphithéâtre B, par Marcelin Nouanman. En synthèse, les résultats montrent que les plus précaires, à savoir les moins éduqués, les plus jeunes, celles dont le prix de la passe est le plus faible, ou encore celles de nationalité étrangère, ont une incidence plus élevée. L'incidence est également plus élevée chez celles qui sont plus éloignées des structures sanitaires. Sans surprise, l'incidence est également plus élevée chez celles ayant un plus grand nombre de clients. Par contre, alors que l'on s'attendait à ce que celles pratiquant le travail du sexe depuis plus longtemps aient une incidence moindre, car potentiellement mieux à même de savoir gérer leur prise de risque et de négocier le préservatif, nous n'avons pas observé de différence d'incidence entre celles exerçant le travail du sexe depuis plus ou moins de 5 ans. D'autres résultats de l'étude PREPSI, présentée par Valentine Becquet à l'ICASA, montrent que cette population a également de nombreux besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive. 43% ont déjà eu une grossesse non désirée au cours de leur vie, mais seuls 39% utilisent une contraception. 65% ont déclaré une IST au cours des 12 derniers mois. Les entretiens montrent que le VIH n'est pas toujours une priorité. En cas de rupture de préservatif, par exemple, la principale préoccupation rapportée par les femmes est celle de ne pas tomber enceinte ou celle d'avoir une IST qui va gêner leur travail. Dans ce cas-là, elles vont plutôt avoir recours à l'automédication qu'avoir recours aux cliniques communautaires. Rares sont celles à avoir bénéficié d'un traitement post-exposition, bien que ces derniers soient disponibles dans les ONG communautaires. Certaines participantes ont déclaré ne pas vouloir se rendre dans les cliniques de peur d'être identifiées comme travailleuses du sexe, les cliniques se situant dans un quartier où elles-mêmes ne travaillent pas. Certaines TS perçoivent également ces cliniques comme réservées principalement aux femmes VIH+. La forte mobilité des travailleuses du sexe d'une ville à l'autre constitue également un frein en matière dans les soins. Et ce, malgré l'ensemble du travail de terrain effectué par les pères éducatrices. En réponse à ces constats, nous avons développé le projet Princesse ANRS 12281 qui doit démarrer cette année. Ce projet cherche à expérimenter et évaluer une intervention de santé globale à destination des travailleuses du sexe. Elle a 2 composantes principales. D'une part, d'offrir une offre globale en santé sexuelle et reproductive, à la fois positive et négative, avec prise en charge du VIH précoce, une prévention élargie du VIH, dont la PrEP, mais également une prise en charge de l'hépatite B, dépistage et traitement des IST, contraception gratuite, un accompagnement à la gestion des menstruations et un repérage des addictions. L'autre innovation, c'est de proposer cette offre de santé en clinique mobile, complémentaire des cliniques fixes communautaires, dans le cas d'un suivi trimestriel, c'est-à-dire que les cliniques vont se rendre toutes les 2 semaines au même endroit pour permettre ce suivi. Une des idées fortes de ce projet est de profiter de la mise en œuvre de la PrEP pour repenser l'offre de soins proposée aux populations exposées. Les différents essais d'efficacité de la PrEP ont tous inclus une offre élargie en santé sexuelle et reproductive. Cette offre en santé sexuelle et reproductive est tout aussi pertinente pour celles et ceux qui ne souhaitent pas initier la PrEP ou pour les personnes vivant avec le VIH. Dès lors, dans un contexte de mise en œuvre opérationnelle de la PrEP, il importe de ne pas conditionner l'accès à ces différents services à l'initiation de la PrEP, mais plutôt de penser une offre de santé inclusive, centrée sur les personnes dont la PrEP ne serait que l'un des outils mis à disposition. Par ailleurs, l'Afrique de l'Ouest est caractérisée par de fortes prévalences de l'hépatite B, ce qui nécessite de penser articulation entre PrEP-VIH et prise en charge de l'hépatite B. En effet, le tenofovir recommandé pour la PrEP orale a également un effet antiviral sur la réplication du VIH-B et il est même recommandé comme traitement pour les personnes atteintes d'une hépatite B chronique. Or, dans nombre de pays, le traitement pour les personnes mono-infectées par le VIH-B sont à la charge du patient. Fournir gratuitement une molécule à des fins préventives, quand dans le même temps celle-ci ne serait pas remboursée à des fins curatives, soulèverait une tension éthique en termes d'équité d'accès. La Favry 2016 à Bruxelles avait été marquée par l'appel de Bruxelles pour un accès universel à la PrEP. Souhaitons que cette Afravi 2018 à Bordeaux soit celle de l'accès au traitement des hépatites virales pour tous celles et ceux qui en ont besoin, et on ne peut que saluer l'appel mondial pour le renforcement de la lutte contre les hépatites B et C qui sera lancé demain à 13h30 dans cet amphithéâtre. Il est malheureusement toujours nécessaire en 2018 de rappeler que les contextes légaux ont un impact sur la transmission du VIH et sur l'accès aux soins, à tel point que l'ONU-SIDA a considéré nécessaire de sortir l'année dernière un document d'orientation rappelant qu'il n'y aura pas d'éradication du sida sans faire face aux obstacles entravant les droits de l'homme et les efforts pour accélérer la riposte.
Il n'est pas forcément nécessaire d'aller très loin pour trouver des exemples de lois pouvant poser problème. En France, la loi sur la pénalisation des clients adoptée en 2016 est controversée, en ce sens qu'elle dégraderait les conditions de travail et éloignerait les travailleuses et travailleurs du sexe des soins et de la prévention, comme le rapportent certains acteurs de terrain. Plusieurs évaluations de cette loi sont en cours, que ce soit par le gouvernement ou par des ONG indépendantes, et il faut savoir que des syndicats de travailleuses et travailleurs du sexe organisent une marche de protestation le 14 avril prochain à Paris. Au fil de ma présentation, j'ai abordé diverses approches et outils innovants que l'on peut mettre à disposition des populations les plus exposées, que ce soit le traitement antirétroviral précoce, la prophylaxie pré-exposition et les autres outils de prévention, l'accès au dépistage dont les autotests VIH, la formation des acteurs de santé aux spécificités des populations clés, les offres de soins intégrés en santé sexuelle et reproductive, la prise en compte des hépatites virales ou le recours à des cliniques mobiles communautaires. Je m'excuse de ne pas avoir vraiment parlé des usagers de drogue que je connais moins. Cependant, bon nombre des remarques que j'ai faites peuvent s'appliquer également à ce groupe. En termes d'approche innovante, il me semble intéressant de mentionner ici le projet Drive mené par Nicolas Nago et ses collègues au Vietnam. Ils ont recours à des approches RDS, non pas à des fins d'enquête, mais comme outil de recrutement pour engager les usagers dans le dépistage et les soins, que ce soit le traitement du VIH et le traitement du VHC. Il s'agit donc d'avoir recours au recrutement par les pairs afin d'augmenter la couverture des soins. Des résultats de ce projet seront d'ailleurs présentés cet après-midi à 15h, amphithéâtre B. S'il y a une chose à retenir, c'est que les populations définies sur des critères épidémiologiques ne sont pas des groupes homogènes, mais des populations hétérogènes qui nécessitent des approches différenciées et intégrées, à la fois communautaires, mais aussi dans les structures de santé classiques, des approches qui soient à la fois ciblées et non ciblées pour couvrir un maximum d'entre eux. Je vous remercie de votre attention. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette présentation. Enfin, peut-être que les plus observateurs d'entre vous auront repéré le couple gay qui se cache dans cette slide, et pour les autres, je vous donne la solution. Merci. Merci beaucoup. Okay. Sans délai, on va aussi introduire professeur Christine Katlama. Vous le connaissez très bien. Elle va parler sur les stratégies antirétrovirales innovantes.